Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de ce journal. Coup d'envoi des activités dans la région de l'Unité. Toujours dans nos actualités nationales, réunion du comité de pilotage du projet d'électrification durable. Et enfin, au Nigeria, 6 otages libérés par l'action conjointe des forces de défense et des milices. Les détails dans cette édition de 15 heures, mesdames et messieurs. Le journal au complet à présent. Je vous disais dans les titres, à Dikil, coup d'envoi donné ce matin des activités de la Semaine nationale de la solidarité dans la région de l'Unité. Un événement placé sous le patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. En effet, le chef-lieu de la région de l'Unité était en effervescence ce matin pour accueillir les membres du gouvernement accompagnant le Premier ministre, au premier desquels la ministre des Affaires sociales et des Solidarités. Arrivé par avion à l'aérodrome de la ville de Dikil, le Premier ministre était accompagné de plusieurs membres du gouvernement et hauts responsables du pays. Un accueil de plus chaleureux a été réservé à cette délégation ministérielle par les autorités de la région, les parlementaires et les cadres dikilois. D'emblée, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, accompagné de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Oulouf Ismaël Abdo, et des autres membres du gouvernement se sont dirigés vers les infrastructures abritant les nouvelles installations de la caserne de sapeurs-pompiers de la région de Dikil. Ce projet de construction de cette caserne à Dikil, le second après Tadjoura, s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la réalisation des infrastructures socio-économiques et à la promotion des activités économiques de la région. Cet important projet a été exécuté par l'Agence djiboutienne du développement social, l'ADDS. Ce projet fait suite également à la demande et aux doléances de la population de Dikil pour parer aux éventuels sinistres et incendies. Le Premier ministre a profité de cette occasion pour visiter les locaux qui composent cette caserne accompagnée du directeur national de la protection civile, le colonel Mahmoud Moussa Mahmoud, et cette caserne est conforme aux normes et critères internationaux et également soucieuse de la protection de l'environnement. Raison pour laquelle le Premier ministre et sa délégation ont été conviés à la plantation symbolique de quelques arbres au sein de la caserne. Dans une interview que nous a accordée le directeur national de la protection civile, s'est réjoui de la visite du Premier ministre à la caserne et a indiqué que cette caserne répondra au temps et en heure aux besoins de la population de cette belle région qui est la région de Dikil. Lors d'une interview qu'elle nous a accordée à l'issue de sa visite de la caserne des sapeurs-pompiers aux côtés du Premier ministre, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Oulouf Ismaël Abdo, a rappelé que cette action s'inscrivait dans le cadre de la Semaine nationale de la solidarité. On écoute la ministre Ouloufa. Comme le Premier ministre vient de le dire, aujourd'hui, nous sommes sur la région de Dikil, comme on dit, la région de l'unité. C'est une vraie fierté. On a ouvert le bal des régions par la région de Dikil, comme à l'accoutumée. C'est la première visite depuis ce matin, depuis l'arrivée justement de tout le monde à la région de Dikil. On va voir le lancement au conseil régional, au sein du conseil régional. Donc voilà, c'est un ouvrage qui a été réalisé par l'Agence djiboutienne de développement social, comme vous le voyez. C'est pour compléter un peu les infrastructures vraiment complémentaires et qui sont nécessaires pour la région de Dikil. Dikil est devenu un grand pôle économique et il était nécessaire d'avoir une caserne d'une telle capacité. Le dortoir n'est pas encore prêt, donc il y aura une capacité de 50 pompiers justement qui pourraient être hébergés sur place en cas de nécessité. Vraiment, comme vous avez les images le montrent, c'est un ouvrage qui est d'une très grande qualité et qui remplira, comme le Premier ministre l'a dit, toutes les missions qui lui seront dédiées pour la ville de Dikil à tout moment. Et donc toutes les régions doivent être loties. Il nous reste encore maintenant 2 régions également dans lesquelles nous devons construire ces casernes. On va faire les mobilisations de fonds nécessaires. Mais voilà, c'est déjà une grande fierté que la région de Dikil, la ville de l'unité puisse être lotie d'une caserne d'une telle qualité et qui est aux normes justement de ce qui est recommandé au niveau international. Derrière nous également, nous avons des camions de pompiers. Tout serait vraiment intégralement laissé pour la région de Dikil. Et nous nous sommes assurés avec le Premier ministre, avec le colonel des pompiers justement, qu'il y ait une capacité d'eau suffisante pour toute intervention d'urgence, que l'eau soit vraiment bien sûr pour les pompiers nécessaire pour intervenir à tout moment et en tout lieu. De son côté, le Premier ministre en excellence, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a rappelé qu'il était absolument nécessaire que les Dikilois soient dotés de leur propre caserne de pompiers, vu l'expansion démographique que connaît la région de l'unité. On écoute le Premier ministre.
Une caserne des pompiers qui est vraiment digne de cette institution et qui est en plus équipée de tout. Il y a les véhicules qui sont prêts, il y a les personnels qui sont là. Donc tout ça fait qu'en principe, ils peuvent intervenir à tout moment à Dekhilville comme dans les régions de l'intérieur, comme dans les localités intérieures. Ce qui fait que pour Dekhil, aujourd'hui, on peut dire grosso modo que les travaux qui sont terminés. Il reste quelques petites choses à faire encore, mais je pense qu'ils peuvent compter sur les pompiers si jamais il y a un incendie. Et ça, c'était depuis quelques temps déjà, on en parle. Pourquoi uniquement la capitale possède des casernes des pompiers, aucun chef-lieu des régions n'en possède. Maintenant, c'est partout qu'on va mettre des installations pareilles dans les régions de l'intérieur et effectivement pour intervenir en cas de sinistre. Ainsi, au Palais du Peuple, la réunion du comité de pilotage de projet électrification durable du ministère de l'Énergie s'est tenue aujourd'hui au Palais du Peuple sous la coprésidence du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, son Excellence M. Younis Ali Guedi, la ministre de la Ville et de l'Urbanisme, Mme Amina Abdi Aden, mais aussi le ministre de l'Intérieur, M. Saïd Hassan. L'ordre du jour portait sur l'état d'avancement global du projet PED, notamment les infrastructures du réseau électrique dans les quartiers de la capitale et dans les 5 régions de l'intérieur. À cette occasion, l'ingénieur Aou Ismail, membre du comité de pilotage issu de l'électricité de Djibouti, a fait la présentation d'un rapport récapitulatif sur l'état d'avancement du projet PED. Le rapport définit que déjà plus de 7000 ménages ont été électrifiés dans les différents quartiers de la ville de Djibouti et dans la région de l'intérieur. Le rapport examine également les différents moyens de combler les lacunes rencontrées sur le terrain pour atteindre l'objectif fixe de 14 000 ménages. Également, il y a une partie, ça c'est le projet uniquement d'électrification durable que Awo vient de présenter, mais il y a une grosse partie aussi que nous faisons en parallèle, qu'il s'agit d'alimenter tous les cités qui se sont construits, notamment les cités de Saba, d'Al-Gamil, de Umm Salama, Hamdani. Tous ces logements ont été électrifiés aussi en 2022. Ce qui fait que à ce jour, depuis le début de ce projet, nous constatons une densification de l'électrification de la République de Djibouti. Le schéma directeur nous permettra également d'avoir un plan d'investissement pour les 10 années à venir, et qui est chiffré à un montant de presque 200 millions de dollars. Il faudra investir aussi bien au niveau poste que réseau MT et basse tension. Direction Turquie à présent, où le forum d'investissement et des affaires Turquie-Djibouti s'est ouvert hier à Istanbul sous le patronage du vice-ministre turc, M. Mustafa Tuzcu, et du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'industrie, son Excellence M. Ilyas Moussa de Waleh, en présence de 2 communautés d'affaires. A participé à ce forum le PNUD, le des conseils des relations économiques extérieures de la Turquie. Solides dans la région, les zones économiques spéciales et les ports qui ont établi et développé récemment. Le vice-ministre du Commerce, Mustafa Tuzcu, a déclaré que Djibouti est une porte d'accès à l'Afrique de l'Est et à l'ensemble de l'Afrique. Il a ajouté les produits que nous envoyons à Djibouti ne restent pas à Djibouti, sont distribués dans de nombreuses régions d'Afrique. Nous avons pour objectif de porter le volume de nos échanges avec Djibouti à plus d'1 milliard de dollars d'ici 2 à 3 ans grâce à cette structure. Communiqué du ministère de la Culture à présent dans le cadre de la campagne de lutte contre les moustiques. Le ministre de l'Agriculture et le ministère de la Santé ont procédé à un épandage aérien de pesticides ayant les caractéristiques suivantes. Insecticide organophosphoré, dose létale 1200 mg et kg ne pose aucun danger pour la population et pour les mammifères, homologué par l'OMS, dose d'application 300 ml, faible rémanence, c'est-à-dire dégradation très rapide.
Ensuite, ce matin, autre actualité de ce journal. Ce matin, le Centre technique national de la Fédération djiboutienne de football a abrité une cérémonie de remise de lot de ballons au MENFOP, aux académies de football. L'événement qui s'est déroulé sous le parrainage du président de la FDF et vice-président de la CAF, Souleymane Hassan Ouaberi, a été marqué par la présence du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, M. Mohamed Abdellah Mahyoub, accompagné du haut responsable de ce département ministériel. S'exprimant à cette occasion, le numéro 1 du football national a souligné qu'un excellent partenariat existe entre la FDF et le MENFOP. Nous travaillons, a-t-il dit, en étroite collaboration pour développer le football scolaire, mais aussi le football national. Le président Souleymane a également évoqué le projet actuellement en cours avec la mise en place de deux équipes scolaires, dont l'une féminine, qui vont prendre part au championnat scolaire africain qui aura lieu en février en Tanzanie. En conclusion, il a remercié le ministre de l'Éducation nationale pour l'appui constant qu'il apporte aux efforts de la Fédération de football. Nous sommes réunis ici aujourd'hui juste pour une cérémonie de remise de l'eau des ballons destinés aux écoles et aux établissements du ministère de l'Éducation nationale. Depuis que nous avons signé cette convention, nous avons fait beaucoup de travail. Il y a un championnat interscolaire régulier, inter-école, interclasse, inter-école, inter-circonscription, au niveau des régions aussi. Et ça nous permet de détecter des jeunes talents que nous formons aussi et qui intègrent les équipes nationales de jeunes, soit I15, I17 et I20. Donc, nous avons aussi fait des formations au niveau des éducateurs, au niveau de la licence D, et c'est eux qui s'occupent aujourd'hui de l'encadrement des écoles, des équipes qui viennent de différentes écoles et établissements. De son côté, le secrétaire général du ministère de l'Éducation, M. Mohamed Abdellah Mahyoub, a souligné qu'une collaboration intelligente lie le ministère et la fédération et que ce partenariat fructueux sont les fruits des actions du développement du football que mène la fédération. On écoute le secrétaire général du ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle. La collaboration que nous avons témoigne aussi de la réflexion commune que nous avons ensemble pour un projet commun pour notre jeunesse dans le domaine du football. Ces projets dont la finalité est de former une équipe nationale qui puisse être compétitive et dont le niveau doit s'améliorer de manière quotidienne. Et donc ces projets, nous les portons ensemble avec vous, avec votre soutien et avec notre contribution. Et Inch'Allah, on voit déjà des progrès qui se réalisent. Et je voudrais ici vous assurer, Monsieur le Président, de l'entière disponibilité du ministère pour vous accompagner dans ce domaine. Votre contribution aussi au sport scolaire témoigne de votre volonté d'accompagner les ministères, non seulement dans l'appui technique, mais aussi l'appui en termes de matériel. Et aujourd'hui, les dons que nous recevons va aller dans ce sens pour accroître et améliorer les sports scolaires et plus particulièrement le football scolaire. Autre nouvelle de ce journal, le concours régional de la Fondation Sahamié sur la langue maternelle, plus connu sous le nom de Daris, a été clôturé par des remises des prix au Palais du Peuple. Les 6 premiers candidats de cette première édition du concours régional sur la langue maternelle ont passé une autre épreuve pour se qualifier. Finalement, 3 candidats ont remporté la grande récompense de ce concours. La cérémonie de clôture du concours régional Daris sur la langue maternelle somalienne s'est déroulée en présence du président de la commune de Boulahaous, M. Abdelkader Iman, du député Choukri Ali,
La prédestine de la Fondation Sahamiye, Mme Hayad Ateye, la directrice de la culture, Mme Fadouma Abdi Issa, la directrice du CDC, Mme Rouqiya, mais aussi Monsieur Farah Ayanle, coordinatrice, Mme Farah Ayanle, coordinatrice de ce concours, et enfin les directeurs des CDC de la capitale, dont M. Farhan Jama Assoui. Toujours dans le cadre du projet Djibouti Zéro Déchet, le maire de la ville de Djibouti, M. Saïd Daoud Mohamed, a redémarré les opérations dites les enlèvements des épaves et des carcasses des véhicules et des garages sauvages dans la circonscription du 3e arrondissement. Cet événement de lutte contre l'insalubrité a vu la participation des responsables et des élus locaux de la commune de Blauhaus, mais aussi les équipes de la mairie, les habitants de la commune et la société civile. Cette opération a porté ses fruits puisqu'une soixantaine d'épaves de voitures délabrées ont été mises à la fourrière. Les équipes sur le terrain ont débarrassé une multitude de camions, de voitures de transport et des taxis abandonnés. L'objectif de la mairie est d'éradiquer les déchets et d'embellir les artères de la capitale, une campagne qui rencontre une large adhésion de la population qui a fait sienne de ce projet visant à redorer le blason de la capitale. On écoute à présent un extrait de l'intervention du maire de la ville de Djibouti, M. Saïd Daoud Mohamed. Je voudrais lancer le deuxième jour de la campagne de la deuxième semaine de collecte des épaves. Comme nous l'avons bien dit et promis, moi et tous les élus des 3 communes, nous sommes mobilisés. Les personnels de la mairie, nous sommes mobilisés, Monsieur le Président. Nous sommes mobilisés jusqu'à la fin de notre mandat. Ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter en un jour ou en 2 jours. Tous les jours, on va s'occuper de cette ville. À cette occasion, je félicite les quelques sociétés qui ont répondu à notre appel. Je lance un appel qu'ils nous rejoignent, même si c'est 2 fois par jour. Il faut qu'ils nous rejoignent avec leurs engins. C'est très important. On va enlever tous les épaves. On va enlever tous les déchets. Il n'y aura plus de déchets dans les quartiers. Pour les actualités internationales, je vous disais dans les titres, au Nigeria, violente attaque terroriste sur le tronçon ferroviaire du Gouben, dans l'état d'Edo, dans le sud du pays. 31 personnes enlevées par les assaillants présentés comme des bergers armés de fusils de AK-47. Le gouvernement local a annoncé la libération des 6 otages ce 9 janvier 2023. Le Nigerian Railway Corporation a procédé à la fermeture temporaire de cette installation ferroviaire. Les autorités craignent une recrudescence des enlèvements contre rançon avant l'élection prévue pour le 25 février 2023. La population nigérienne appelle au renforcement de la sécurité dans les gares ferroviaires du pays, 48 heures après une attaque terroriste violente sur le tronçon ferré du Gouben. Les forces de police locales ont établi un bilan de 31 personnes enlevées par les assaillants présentés comme des bergers. Les autorités ont annoncé l'arrestation d'un suspect à la fermeture temporaire de la gare, théâtre de violence. C'est la 2e gare du pays à être fermée au cours des 10 derniers mois en raison de l'insécurité. Sur la fin de cette édition, mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.